Merci d'être là avec cette toute nouvelle émission de Pour votre information. J'espère que vous allez bien à la maison malgré le changement d'heure, le mois de novembre. On va tenter de vous divertir au cours des prochaines minutes. En tout cas, de belles rencontres et très inspirantes avec deux survivants du cancer, père et fille. Et c'est toutes deux survivants du cancer du sein. Oui, et actuellement, on est en pleine campagne du Movember, mais il faut parler également du cancer du sein chez les hommes. C'est entre 1 à 2 des types de cancer, d'ailleurs, du sein qui sont développés par des hommes répertoriés annuellement. Aussi, Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler à l'issue bientôt de cette campagne électorale américaine. Il y a un film qui est sorti du nom de Borat et qui fait beaucoup aux États-Unis jaser, même ici au Canada. Justin Trudeau y a été impliqué. On y reviendra un peu plus tard. La semaine des réductions des déchets qui prenait son terme tout récemment. Martin Carly, avec son fameux « sert plus à rien », en est un des chefs de file pour vous dire quoi faire avec ce qui traîne chez vous à la maison que vous, peut-être, serez tenté de jeter. Il y a des endroits précis pour le faire ici sur le territoire lavallois. Jean-Jacques Lapierre va rencontrer un auteur du nom de Claude Tousignan. Geneviève Duval, elle qui, pour la campagne Lire, ça se vit, sera avec nous pour nous en parler. Et évidemment aussi Isabelle Dominique Cros pour vous faire bouger parce qu'on est tenté de rester dans la maison. Casanier, au contraire, elle pourra vous faire bouger, sortir de chez vous, prendre l'air, mais également à la maison, à l'intérieur. On peut aussi pouvoir continuer de s'entraîner malgré la fermeture des gyms au moment de se parler. Je vous souhaite une excellente émission. La lecture, on sait sur tous les plans, pour tous les âges, à quel point pour notre développement, notre enrichissement personnel, ça peut avoir un impact. Et cette campagne qui a été lancée en 2019 par, justement, le regroupement Lavallois pour la réussite éducative a doublement un impact, surtout durant cette période de pandémie. Et pour parler des activités qui ont été lancées, on faisait connaître une belle programmation tout récemment, là, le 17 septembre dernier. Et j'en parle tout de suite avec Geneviève Duval, justement, qui est chargée de projet du côté du regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Merci d'être avec nous, Mme Duval. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, la programmation qui a été dévoilée, évidemment, en contexte de pandémie, est-ce qu'on a dû ajuster parce qu'on n'était pas encore en période rouge lorsqu'on a pu dévoiler certaines activités, d'ailleurs, qui se déroulent là, tout au long du calendrier scolaire, je vais dire comme ça, mais de l'année 2020-2021. Oui, exactement. En fait, on n'avait pas pris de chance vu qu'on a dû annuler certaines activités qui étaient au printemps passé. On s'est tout de suite dit la plupart des activités, du moins pour l'automne et le début de l'hiver, seront plus en visio ou des webconférences, des webdiffusions, des choses comme ça. Par contre, on a toujours espoir là, pour le printemps et l'été qu'on puisse avoir des spectacles vraiment en présentiel. Mais on verra. Peut-être qu'on devra aussi adapter là, ces activités-là pour la fin de l'année. Oui, et parmi celles qui s'avéraient quand même être dans l'espace-temps près de nous, par exemple, cette rencontre avec Pierre-Yves Villeneuve, qui est un auteur de la série Gamer, que peut-être les jeunes vont connaître justement, qui était tenu le 20 novembre prochain. Est-ce que ça se tient justement en sorte de visioconférence, finalement? Oui, tout à fait. C'est vraiment sous forme de webinaire. Donc, on espère que les classes vont participer en grand nombre, là, surtout les classes de premier cycle du secondaire, mais évidemment, les sixièmes années peuvent participer ou d'autres niveaux. Et aussi, les maisons des jeunes peuvent participer à ce webinaire-là. C'est vraiment pour les jeunes, pour que le plus de classes et le plus de groupes de jeunes puissent participer. Donc, le webinaire, pour les deux raisons, était de mise, en tout cas. Puis peut-être parce que, tu sais, il est arrivé la pandémie, il est arrivé une espèce de coupure dans l'espace-temps. Peut-être rappeler, puis la campagne a été quand même lancée il y a donc plus d'1 an. Peut-être rappeler aussi l'ADN de cette campagne-là. On veut sensibiliser, faire la promotion de la lecture, certainement? Oui, tout à fait. C'était vraiment une volonté de multiples partenaires lavallois, autant de la santé, de l'éducation, du milieu communautaire et plus, de se mettre ensemble, d'avoir une vision commune, des visuels communs et de les partager avec l'ensemble du grand public et des intervenants, bien sûr. Et dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que la lecture soit, on sait, elle est présente partout, elle est importante pour tout le développement, on l'a dit tantôt, mais
elle est partout. Donc, on ne veut pas se restreindre à une vision de la lecture, un gros roman seul dans sa chambre. On veut quelque chose de plus dynamique. D'ailleurs, la campagne, elle est très colorée avec des verbes d'action. On veut que, justement, tu sais, quand on fait une recette, bien, c'est aussi lire, c'est se nourrir, lire, c'est voyager. Là, c'est un projet, mais tu sais, on avait plusieurs déclinaisons comme ça, où on veut vraiment faire vivre la lecture sur plusieurs supports, plusieurs types d'activités. Est-ce que c'est encore peut-être... Parce qu'il y a une pensée populaire qui circulait en ce sens où les garçons étaient peut-être en retard sur la lecture par rapport aux jeunes filles. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore ou c'est un mythe? Maintenant, il y a un rééquilibrage avec les promotions, avec la prévention, avec la sensibilisation qui a été faite auprès des jeunes clientèles, peu importe. Est-ce que c'est encore le cas, ça? Oui, malheureusement, c'est encore le cas. On essaie vraiment de travailler en ce sens-là. Je pense qu'il y a eu des belles campagnes aussi là, d'autres organismes là-dessus. Mais effectivement, on constate que les garçons souvent arrivent avec un peu moins de vocabulaire à la maternelle, entre autres. Probablement, en tout cas, il y avait M. Pronovo là, qui disait que ce serait dû vraiment à un facteur culturel qu'au Québec, souvent, les petites filles, on veut les asseoir tranquilles avec un livre, alors que les petits gars, bien, va jouer dehors, va bouger, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment culturel propre à ici, dans le fond, là-dedans. Puis c'est fou à quel point j'entendais ce discours-là. Moi, j'ai toujours été... tu sais, je dévorais. Mes parents, justement, c'est peut-être parce que, justement, ils voulaient que j'étais un hyperactif quand j'étais jeune. Fait que c'est peut-être justement parce qu'ils voulaient que je me calme, mais ils me donnaient un livre, justement, ils voulaient me contrôler un peu. J'avais pas de jeux vidéo. Moi, heureusement, ça a été ça, mais tu sais, c'était peut-être un moyen, mais j'ai développé ça. Mais je pensais que c'était 30 ans plus tard ou 25 ans plus tard, chose du passé, ce qu'on entendait encore qui était véhiculé dans l'espace-temps. Mais bon, comme on dit, plus ça change, plus c'est pareil. C'est tranquillement, pas vite, là, à petite dose. Exactement. Donc, ce désir de lecture aussi, cette transmission, puis pour participer aussi aux activités, ça part peut-être également des parents qui nous écoutent, là. Oui, tout à fait. Là. La campagne Lire sa vie, vraiment de 0 à 100 ans. Là. Il n'y a pas d'âge, en fait. Elle s'adresse à tous ces publics-là, mais c'est sûr qu'on tente beaucoup de rejoindre nos jeunes qui sont autour de nous. Et souvent, ça passe évidemment par les parents parce que c'est beau apprendre à lire à l'école, mais il faut aussi, dans toute la communauté, à la maison, développer le plaisir de lire parce que vraiment, c'est ce qui va faire la différence entre un jeune qui apprend à lire et qui lit ce qu'il doit lire et un jeune qui lit partout, qui a le goût, qui est curieux d'en savoir davantage, de lire davantage, puis qui va garder cette habitude-là tout au long de sa vie. C'est ça. Puis par la suite, la transmettre aussi... peut-être éventuellement à ses enfants ou autres. Est-ce qu'il y a des façons justement d'initier, parce que je sais que vous allez donner d'ailleurs ce qu'on appelle les petites rencontres pour la lecture. Je sais que ça fait partie de votre programmation, notamment, d'inclure les parents qui sont peut-être faibles lecteurs, tout ça, dans des activités de lecture. Mais est-ce que vous avez des moyens concrets pour les gens qui nous écoutent à la maison pour tranquillement s'initier à la lecture par petite dose pour éventuellement peut-être devenir des lecteurs plus avertis ou du moins que ce soit une fréquence plus quotidienne éventuellement? Oui, bien évidemment, là, ce qu'on veut vraiment promouvoir par Lire sa vie, c'est que la lecture, elle est partout. Donc, comme je le disais tantôt, vous aimez cuisiner, mais ça fait partie de la lecture. Donc, tu sais, aller chercher un livre de cuisine à la bibliothèque, feuilleter les pages, regarder. Donc, c'en est de la lecture, ça aussi. Tantôt, on parlait de quand vous étiez jeune, les jeux vidéo. Bien, il n'y a pas tous, là, c'est pas toute la même qualité, je dirais, mais il y a quand même des jeux vidéo où la lecture, elle est plus présente. Là. Même, on va avoir une activité avec les cartes Pokémon. Il y a beaucoup de textes sur les cartes, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer avec nos jeunes. Puis sinon, bien, je pense que c'est de se faire conseiller pour trouver un livre qui nous intéresse, un sujet qui nous intéresse, peu importe que ce soit une BD, une revue, ça peut être une revue. Tout à fait, tout à fait. De nos vedettes préférées, c'est quand même la lecture. C'est quand même de la lecture, exactement. Un exercice de mémorisation peut-être de certaines choses qu'on aime de nos vedettes. Puis il y a deux campagnes quand même que je pense que vous appuyez. Il y a, pour développer la lecture, soutenir la lecture, ce désir pour vous avec Ton Aventure, qui est comme une plateforme justement pour les jeunes peut-être plus du primaire, si je comprends bien, et à Go on lit, qui est peut-être plus justement pour les jeunes du secondaire, adolescent. Là. Oui. Donc, peut-être nous en parler un peu parce qu'il nous reste à peu près 1 à 2 minutes. Donc, on a un petit peu le temps de pouvoir échanger là-dessus. Mais concrètement,
immédiatement, qu'est-ce que les jeunes qui nous écoutent peuvent voir sur ces deux plateformes-là? Oui, donc tonaventure.com, ça se passe pendant toute l'année. C'est vraiment de la lecture dont vous êtes le héros. Là. Souvent, on avait ça quand on était jeune. Ouais. Donc, on reçoit un chapitre par jour pendant 30 jours d'une histoire qu'on a choisie. Et à la fin de ce chapitre-là, on a, est-ce qu'on prend la porte de droite, la porte de gauche? Et le lendemain, on recevra le prochain chapitre avec notre choix final. Donc, ça stimule vraiment l'intérêt, la curiosité pour le jeune. Et il y a beaucoup de classes aussi qui le présentent sur tableau blanc. Donc, c'est quelque chose de le fun dans la routine du matin. À Go, on lit, c'est vraiment pour les 14-20 ans. Ouais. Donc, super belle campagne qui s'adresse surtout aux jeunes adolescents, jeunes adultes. Mais Personnalité lavalloise, Mariana Mazza, entre autres, qui est là-dessus. C'est beaucoup sur les médias sociaux, donc les vedettes, dont Mariana Mazza, Mehdi Boussaïdan, Kevin Raphaël, qui est aussi lavallois, et Pierre-Yves Roy Desmarais, exactement. À Go, on lit dans les médias. Oh non. À Go, on lit, c'est pas compliqué. C'est un mouvement pour donner le goût de lire aux jeunes de 14 à 20 ans. Même ceux qui sont pas capables de lire un tweet au complet. Même celles qui disent « si j'aurais ». Et même si t'es capable de conjuguer le verbe savoir à l'imparfait du subjonctif. Que je suce... Mais là, tous les détails, y compris la conjugaison, sur agol.ca. À Go, on lit. Go! Donc, ils sont drôles, ils vont nous partager leur plaisir de la lecture et le jeune va être amené à passer un quiz sur le site agol.ca, découvrir son profil de lecteur et être dirigé là, vers des suggestions qui sont à sa mesure. Oui, bien, j'ai vu les belles suggestions qu'il y avait. Pour vrai, j'étais tenté de... Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité. J'enlève rien aux auteurs des années 90 ou autres décennies, mais je trouve que maintenant, il y a en plus une diversité, une variété de littérature pour jeunesse là, qui est là pour nos jeunes ados ou même peut-être plus du primaire qui sont à leur portée, à leur disposition. Alors, profitez-en, puis merci beaucoup d'être venu nous en parler de cette magnifique campagne. Un grand plaisir. C'est une statistique qui est assez frappante, puis on l'oublie trop souvent, mais quand même, de 1 à 2 % des cancers du sein seront justement dépistés, diagnostiqués à des hommes. Et donc, pour imaginer encore plus le tout, c'est environ un homme sur 1000 qui aura un jour ce diagnostic, qui recevra ce diagnostic. Et on en parle tout de suite, justement, parce qu'elle est fondatrice et directrice de l'organisme Cancer du sein masculin et important aussi. Elle est survivante du cancer du sein et son papa, Eric Van Bleren, qui, lui, est survivant du cancer du sein masculin. On en parle tout de suite, justement, avec la fille et le papa, donc Mélodie Van Bleren et Eric Van Bleren. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Mais de rien, ça nous fait plaisir. Et évidemment, je veux tout de suite savoir et qu'on entre dans le vif du sujet. Vous, Monsieur Van Bleren, racontez-nous votre histoire parce que c'est peu commun dans tout ce qu'on entend dans le discours ambiant des types de cancers. On entend souvent parler du cancer de la prostate, par exemple. Il y a des campagnes qui sont menées comme le Movember annuellement pour ramasser des dons, mais peu pour le cancer du sein. Racontez-nous votre histoire. Comment avez-vous reçu ce diagnostic-là et le point de départ? Le point de départ, j'étais en vacances en France, du côté de la baie de Somme, et en me rasant le matin, j'ai vu que sur mon sein gauche, il y avait une petite boule. Je me suis dit, ça, c'est ou un kyste ou un cancer, parce que je savais que ça pouvait exister des cancers du sein masculin. Alors, je suis rentré au Québec, et là, mon médecin a dit, bon, il était très hésitant au départ, il a dit, bon, c'est un homme, enfin, on va faire une mammographie. Alors, on a fait la mammographie, j'avais la chance que... Oui, dans le fond, et juste pour spécifier, est-ce que c'est la mammographie qu'on fait aux hommes, c'est la même chose qu'aux femmes? Exactement. C'est plus difficile pour passer, mais c'est exactement la même chose. OK. Et continue donc... Alors, oui? Non, mais continue. Alors, par moment, le son est coupé. Je vous entends de façon hachée.
Donc, ce que vous me racontiez, c'est qu'il y a un point que vous remarquez sur votre corps. Vous trouvez ça anormal. Vous allez investiguer auprès de votre médecin. Vous étiez déjà quand même... Vous saviez déjà que c'était possible qu'un homme aille, que les probabilités étaient présentes, que vous développiez peut-être... Oui. Donc, avec ce que vous voyez, ce que vous remarquez sur votre corps, un cancer du sein. Mais par contre, est-ce que les signes sont toujours les mêmes? Par exemple, pour vous, Mélodie, qui avez eu un cancer du sein, et quand on compare justement cancer du sein de type féminin, de type masculin, est-ce que les signes avant-coureurs sont toujours les mêmes pour savoir qu'on a peut-être un cancer ou c'est différent compte tenu qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas le même sexe, là? Oui, en fait, physiquement, c'est exactement la même chose. Donc, ça peut être une bosse, ça peut être le mamelon qui est déformé. C'est effectivement les mêmes symptômes. Je vous dirais que la différence entre les deux, c'est surtout au niveau psychologique. Parce qu'un homme qui a un cancer du sein, souvent, ils ne savent même pas qu'ils peuvent développer cette maladie-là. Donc, ils n'ont pas tendance à consulter. Je vous dirais que c'est la grosse différence entre les deux. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte, je vais me permettre de poser la question, elle peut paraître peut-être pas à point, mais en même temps, la réalité féminine, on dirait que c'est un sujet qui est connu, le cancer du sein. Il y a beaucoup de campagnes de promotion aussi. Et pour un homme, déjà, comme vous l'avez dit, on n'est pas enclin à aller à l'hôpital vouloir se faire dépister, mais aussi un type de cancer du sein. C'est pas viril en ce sens où, on dirait... non, mais vous comprenez là où je veux en venir. Alors, est-ce que ça aussi, ça n'aide pas de vouloir se rendre à l'hôpital, de vouloir aller rencontrer et investiguer? Peut-être. En fait, beaucoup d'hommes, effectivement, sont ralentis pour aller investiguer, se disant « Oh là là, est-ce que je suis une femme? Qu'est-ce qui se passe ?» parce qu'ils ne sont pas au courant. Heureusement, ce n'était pas mon cas, j'étais au courant. Donc, on a cherché le plus vite possible. Ce qui est primordial, c'est la vitesse à laquelle on va investiguer pour pouvoir soigner le plus vite possible. Parce qu'il y a toujours les métastases, comme dans tout cancer. Oui. Et est-ce qu'il y a de bons, justement, comme les cancers du sein du type féminin, est-ce que, donc, lorsqu'on intervient rapidement, c'est sûr qu'il y a toujours un facteur de vitesse, comme vous l'avez dit, M. Van Bleren, à laquelle on intervient, mais est-ce que quand même les remèdes sont là? Est-ce que tout est à la disposition pour rapidement guérir de ce cancer-là? Alors, les remèdes sont là, mais ils sont tous basés sur des recherches faites pour les femmes. Il n'y a eu aucune recherche spécifique pour les hommes. Alors, on utilise exactement les mêmes traitements que pour une femme. Et dans mon cas, ça a très bien marché. Donc, chimiothérapie, radiothérapie, plus hormonothérapie, ça a bien marché. Est-ce que, justement, Mélodie, avec la fondation que vous avez mise sur pied, vous qui en êtes la fondatrice, la directrice, est-ce que, justement, de l'organisme Cancer du sein masculin, est-ce que pour vous, c'est d'orienter les recherches pour les hommes, de continuer aussi à ouvrir un canal de communication, à aller peut-être à la rencontre des hommes qui ont potentiellement un cancer du sein ou qui pourraient en développer aussi? Est-ce que c'est ça le but de cette fondation? En fait, le but premier, c'est de faire de la sensibilisation. Parce que comme les hommes ne savent pas qu'ils peuvent avoir, pas tous, là, mais beaucoup d'hommes ne savent pas qu'ils peuvent avoir le cancer du sein, proportionnellement parlant, les hommes en meurent davantage parce qu'ils consultent trop tard. Non seulement les hommes ne sont pas nécessairement au courant, mais leur entourage aussi. Donc, quand un homme dit à son entourage, peut-être un entourage qui est moins informé sur le sujet, qui dit « je pense que j'ai un cancer du sein », ça ne passe pas toujours bien dans l'entourage. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, tant chez l'homme que chez la femme, aussi dans les institutions. Par exemple, exemple anodin, mais quand même, quand papa est allé passer sa mammographie, l'infirmière lui a dit « Veuillez retirer votre soutien-gorge ». Bon, on comprend que c'est un automatisme, mais tout ça accumulé, ça prouve que
les gens de la santé, les gens de la population n'ont pas l'habitude de se retrouver face à un cas comme celui-là. Donc, ça sauverait des vies d'en parler de plus en plus. Alors, l'organisme, on ramasse pas des sous particulièrement pour la recherche. Nous, notre but, c'est que premièrement, tout le monde au Québec sache qu'un homme peut développer un cancer du sein. Déjà, ça sauverait pas mal de vies. Puis éventuellement, avec le temps, on voudrait que ce soit mondial, évidemment. Mais là, pour l'instant, le but, c'est au Québec. Pour vraiment, je vous le dis, là, ça sauve des vies de savoir qu'on peut développer un cancer du sein. Quand papa a eu son cancer du sein en 2010, moi, j'en parlais alentour de moi que mon père avait le cancer du sein, puis on me regardait avec des yeux immenses. Ben, voyons. Comme un alien. Donc, Et vous, je me permets de vous demander, Mélodie, c'est en quelle année que vous avez eu votre diagnostic du cancer du sein? Moi, je l'ai eu 2 ans plus tard, en 2012. Okay. Et pour vous, j'imagine que ça a cimenté votre relation. Vous vous êtes aidés, entraidés dans cette épreuve-là mutuelle? Oui, tout à fait. Mais même aujourd'hui, je vous dirais que notre relation, papa pourra le confirmer, mais notre relation est différente aujourd'hui. Parce que, bon, papa, c'était un papa conscientisé, bon, tout ça, mais c'est un pourvoyeur, vous voyez, la génération. Alors que maintenant, on peut s'asseoir, parler très longtemps, des choses qu'on faisait pas avant, mais c'est parce qu'on a un lien, on a vécu la même chose. Donc, c'est sûr que ça rapproche. Oui. Et vous pouvez nous en parler aussi de votre relation maintenant, si vous voulez, M. Van Bleren. Ah ben, effectivement, comme il le dit, le lien nous a rapprochés beaucoup plus que, bon, il faut dire qu'avec mes 3 filles, j'étais un papa assez absent. Assez absent parce que je travaillais beaucoup et mon métier me passionnait, alors, bon, j'étais plus ou moins absent. Mais ça s'est arrangé, entre guillemets, quand... on a eu tous les 2 le cancer du sein. Et là, maintenant, on voit la vie autrement. Je dois écourter, malheureusement, mais je me permets de prendre, ils m'aimeront pas à la réalisation, mais je prends quand même 30 secondes supplémentaires pour vous demander maintenant comment allez-vous dans vos maladies respectives. Est-ce que ça va bien, les traitements? Est-ce que vous êtes en rémission et autres? Oui. Je suis en rémission. Mélodie aussi. Pour l'instant, touchons du bois, ça va très bien. Très bien, mais comme vous disiez, effectivement, ça change une vie. Le moment présent est beaucoup plus important qu'il l'était. J'imagine, et surtout aussi en période d'incertitude comme on vit actuellement. Je vous souhaite évidemment beaucoup de douceur dans votre vie à vous deux, beaucoup de beaux moments partagés avec le père, fille et avec votre famille. Et merci de nous avoir parlé. Tous les liens sont là pour avoir de l'information concernant la Fondation donc Cancer du sein masculin. Puis merci d'avoir partagé ces beaux moments. Ben, merci à vous de nous avoir donné la possibilité d'en parler. Merci. La semaine des réductions des déchets qui se terminait le 25 donc octobre dernier, mais toujours important d'en parler parce que c'est à l'année longue qu'on consomme et depuis plusieurs décennies, il y a plusieurs choses qui s'accumulent. Des objets électroniques, des huées obsolètes dans notre sous-sol, dans notre garage. Et justement, on en parle avec un qui, lui, est devenu un des porte-parole en la matière depuis de nombreuses années. On le voit à Génial depuis maintenant 11 saisons. Vulgarisé, d'ailleurs, le domaine scientifique, puis aussi est devenu un porte-parole en la matière pour le fameux « sert plus à rien », mais lui, il sert à pas mal d'affaires. Martin Carly, salut! Salut! Merci d'être avec nous. Bien, merci de l'invitation. Évidemment, c'est donc cette semaine de réduction des déchets qui s'est terminée tout récemment, mais toujours important et pertinent de se parler justement de ce sujet-là. Et les gens, je pense, sous-estiment que ce qui dort dans les profondeurs de la poussière des poêles de chat dans leur sous-sol, ça peut être revalorisé, là.
Oui, absolument. En fait, on sait que la grande majorité de la population est au courant de ce programme de recyclage des produits électroniques désuets qui est supervisé par l'ARP Québec, donc l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec. Mais il y a encore plus de la moitié de la population qui en a de ces sert plus à rien qui dorment à la maison. Donc, même s'ils savent que le programme existe, en passant, le programme il existe toute l'année, hein. C'est pas seulement pendant la semaine de réduction des déchets. Ils en gardent chez eux. Donc, effectivement, on a chez nous plein d'objets qui contiennent des ressources qui seraient utiles pour pouvoir fabriquer d'autres produits, qu'ils soient électroniques ou non. Et puis, c'est ça. On a comme une genre de mini-mine à la maison, si on veut, de ressources qui sont intéressantes à l'intérieur. Oui. Bien, justement, puis je me permets un petit aparté, parce qu'avant qu'on décline les objets, par exemple, qu'on peut retrouver qui pourraient avoir une seconde vie et être recyclés, par exemple, tu sais, quand le messager qui est toi, il ne sert plus à rien, ça veut dire que la campagne porte ses fruits. Là. On associe Martin Carly, le visage, le nom, avec le nom de la campagne, avec l'adage, parce que tu as vraiment propulsé ça à un autre niveau. Là. En fait, le terme « sert plus à rien » a été créé par l'ARP avant que je me joigne à l'ARP comme porte-parole. Et on sait que c'est un terme qui déjà fait partie de la culture populaire, on va se le dire. C'est même une marque déposée. Ouais. Et mon mandat, depuis que je suis porte-parole à l'ARP, c'est d'expliquer pourquoi c'est important de les recycler, ces appareils-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces appareils-là qui est utile comme ressource, puis qu'est-ce aussi qu'on ne veut pas envoyer dans l'environnement pour pouvoir récupérer tout ça. Ouais. Et ici, éviter, par exemple, que des ressources comme du mercure ou du plomb, par exemple, se retrouvent un peu partout dans l'environnement. On imagine les conséquences. Donc, vraiment, mon mandat, moi, c'est... maintenant que le terme « sert plus à rien », on le connaît, c'est de bien expliquer pourquoi ça sert, justement, de recycler ces appareils-là. Et donc... Ce qu'on peut retrouver chez soi, dans le garage, dans le sous-sol, ce que j'évoquais en prémisse tantôt, est-ce que ça peut aller des vieilles télévisions, vieilles écrans d'ordinateurs, vieux cellulaires, Motorola, Nokia, tout ça? Ou oui, absolument. En fait, on parle de 150 produits différents qui sont recyclés dans le cadre de ce programme-là. Donc, il y en a pas mal, évidemment. Il y a les candidats habituels là, qui viennent d'être nommés, que ce soit télé, console de jeux vidéo, VHS, DVD, et ainsi de suite. Mais il y a aussi pas mal plus de produits que ça. Donc, la liste complète, on l'a sur le site recyclermesélectroniques.ca. C'est vraiment là qu'on va avoir la liste de tout ce qui se recycle. Évidemment, on va deviner ce qui se recycle pas dans ce programme-là, bien entendu. Et c'est intéressant aussi d'aller sur le site pour non seulement voir c'est quoi les produits qu'on recycle, donc qu'est-ce qu'on va sortir de la maison, mais c'est aussi intéressant d'aller voir où sont les points de dépôt officiels, parce que c'est vraiment important d'aller porter les appareils dans un des points de dépôt officiels pour être certain qu'ils soient recyclés de la bonne manière. Et finalement, comme on est en pandémie, il y a des règles sanitaires, bien entendu, puis c'est pas toutes les régions du Québec qui sont au même niveau de règles sanitaires, bien entendu. Ça vaut la peine d'aller sur le site web de l'ARP pour voir nos points de dépôt à nous. Ils sont sûrement ouverts, mais c'est quoi leurs heures d'ouverture? Est-ce que ça a changé par rapport à ce à quoi on est habitué? Donc, quelques petites vérifications à aller faire là, sur le site web de l'ARP. Et je me permets, par exemple, un iPhone comme j'ai ici, qui est assez récent, on va pas le jeter, j'en ai encore de besoin, mais jusqu'à combien de pourcentage, par exemple, sur un appareil comme j'ai celui-là, intelligent, qui peut être revalorisé dans un nouvel appareil, par exemple? C'est sûr que lorsqu'on fait le recyclage d'un appareil électronique, on va recycler, évidemment, on espère 100% de l'appareil. En fait, on arrive à un taux d'environ 97% de l'appareil qui est recyclé. Bien entendu, le gros de ce qu'on veut faire, c'est évidemment de pouvoir remettre en circulation dans la chaîne de production de toutes sortes de produits les ressources qui ont déjà été extraites du sol et qui n'ont pas perdu de leur propriété. Je vous donne un exemple. L'or, par exemple, est un métal qu'on retrouve dans à peu près tous les circuits électroniques sur la planète. C'est un excellent conducteur électrique, mais c'est aussi un métal qui résiste de façon exceptionnelle à la corrosion. Donc, même des années plus tard, son installation, il est encore aussi utile. Il n'a pas perdu de ses propriétés. Donc, des ressources comme ça, l'or, le cuivre, l'argent, le palladium, et ainsi de suite, on veut les réutiliser. Elles ont déjà été extraites du sol, ces ressources-là. Puis évidemment, dans le recyclage, on va aussi s'occuper de la bonne manière de ressources qui sont
toxiques pour l'environnement. Ouais. Donc, comme je mentionnais, le mercure ou le plomb, par exemple. Ouais. Et là, on est en période de pandémie, fait que c'est certain que le télétravail, engendre de la consommation supplémentaire parce que là, les entreprises, des fois, doivent doter leurs employés, par exemple, d'imprimantes ou de portables pour toutes les équipes de travail, ce qu'on n'avait peut-être pas besoin auparavant. Donc, est-ce qu'on a une certaine peur d'avoir un bilan encore plus lourd ou peut-être avez-vous aussi des mesures concrètes pour permettre d'assouplir un peu ce désir de consommation, cette obligation de consommation, trouver peut-être d'autres alternatives aux gens qui nous écoutent? C'est sûr, en fait, que on observe assurément une utilisation plus grande du matériel électronique à la maison, par exemple. Donc, un ordinateur qu'on n'aurait peut-être pas utilisé autant par le passé, on va sûrement l'utiliser plus en télétravail. C'est une bonne chose déjà, justement, de profiter de la pandémie pour se poser la question, si on remplace cet ordinateur-là par un autre ordinateur, qu'est-ce qu'on fait avec l'ordinateur qu'on vient de remplacer? C'est un bon moment aussi pour se dire, même si je n'ai pas encore renouvelé mon ordinateur, par exemple, ou ainsi de suite, qu'est-ce que je vais faire quand il sera devenu désuet? Ça va peut-être lui arriver plus vite parce qu'on est en télétravail. Donc, c'est vraiment un bon moment, la pandémie, pour réfléchir justement à ce qu'on fait avec les appareils électroniques dans notre environnement, qu'on a à la maison et tout ça. Et en plus, là, on a un bonus parce que si on est en télétravail, ça veut aussi dire qu'on est plus souvent à la maison, qu'on est plus longtemps à la maison dans la journée, bien entendu. On a sûrement des trous dans nos journées pour pouvoir faire le tour de la maison et de regarder, dans le garde-robe, j'avais ça, dans le sous-sol, j'avais ça, et ainsi de suite. Ça vaut la peine de faire le tour, justement. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est sensibiliser les gens à qu'est-ce qu'on fait avec ces appareils-là lorsqu'ils sont en fin de vie. Ouais. Et un appareil pourrait, par exemple, être désuet pour nous, mais il pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, il faut savoir aussi que ces appareils-là peuvent être dirigés vers le réemploi lorsqu'ils sont encore utiles pour quelqu'un d'autre. Se tourner vers peut-être les ventes, utiliser des réseaux d'en-vente sur Facebook pour ne pas les nommer, là, les marketplaces ou d'autres. Sûrement. Puis tu sais, même les communautés, il y a des organismes communautaires qui peuvent avoir ces différents ordinateurs-là qui peuvent se tourner vers une clientèle qui n'a peut-être pas accès à de l'informatique. Ou qui n'ont peut-être pas Internet ou autre. Donc, c'est toute une façon de le valoriser. Exact. Et déjà, de toute façon, déjà dans le programme de recyclage de l'ARP, la première question qui se pose, c'est est-ce que cet appareil-là peut être envoyé au réemploi? Donc, avant de déchiqueter l'appareil pour en recycler toutes les parties, extirper les ressources de l'appareil et tout ça, on regarde est-ce que c'est un appareil qui se répare, est-ce que c'est un appareil qui peut aller au réemploi? Donc, si oui, il va être envoyé au réemploi. Donc, le programme sert aussi à revaloriser un appareil qui est peut-être plus fonctionnel pour nos besoins à nous, mais qui pourrait être tout à fait encore fonctionnel pour quelqu'un d'autre. Il me reste 60 secondes, Martin Carly, mais je ne peux pas passer à côté parce que j'ai mon neveu Édouard, 11 ans, et mon filleul Hubert, 8 ans, qui, je pense, ne seraient pas contents, tout comme des milliers de jeunes Lavallois ici et Lavalloises qui tripent sur l'émission Génial. Nous en sommes rendus à une 11e saison, je pense, avec cette émission-là à Télé-Québec. Quel est peut-être en quelques secondes ce plaisir après 11 saisons encore? Si vous pouvez m'en parler en terminant. C'est sûr que c'est un énorme plaisir. On est choyé, on est privilégié de pouvoir faire une émission de science comme ça à heure de grande écoute depuis 11 ans. Dans quelques jours à peine, dans 10 jours environ, on va tourner notre 500e épisode de l'émission. On n'aurait pas imaginé se rendre aussi loin que ça lorsque l'émission a commencé. C'est sûr que c'est un énorme privilège. Puis le plus beau commentaire ou le plus beau compliment qu'on me fait depuis 11 ans, c'est que des jeunes qui ont appris à triper sur les sciences en regardant l'émission, maintenant sont rendus dans un programme de sciences à l'université. Ça, c'est vraiment... on ne peut pas se sentir plus utile que ça quand on nous fait ce genre de commentaires-là. Donc, c'est un bonheur, vraiment. C'est génial. Puis j'oserais dire aux jeunes, mais j'oserais dire à ceux qui sont des anti-masques, écoutez Génial. Il y aura peut-être une expérience sur les masques cette année à l'émission. OK. Je retiens ça. Et on invite les gens aux rendez-vous du mardi au vendredi, notamment sur les ondes de Télé-Québec. C'est dès 11h30 en récidive le samedi, 16h à 18h. Martin Carly, merci de nous avoir parlé. Très intéressant. Tous les liens pour ce qu'on a jasé sont actuellement au bas de l'écran. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.
Au moment de se parler, moi et Nicolas Vincent Poirier, de cinéma, l'élection américaine n'est pas survenue. Donc, on ne sait pas qui de Joe Biden, du rang des démocrates ou des républicains. Évidemment, Donald Trump, personnage controversé, coloré. On pourrait continuer avec plusieurs qualificatifs. On pourrait peut-être même le traiter de clown. En tout cas, c'est ce que... Non, mais c'est ce que Bruce Springsteen, dans son plus récent album, Later to You, a dévoilé dans une chanson. Alors, moi, je ne fais que rappeler des propos d'un auteur-compositeur-interprète célèbre. Salut, Nicolas Vincent-Poirier. Salut, Alex. Évidemment, on parle de Borat 2 qui a fait réagir quelques heures à peine après sa sortie. Ça a eu même des retombées jusqu'ici au Canada. Là. Ben oui, tout à fait. Je dirais pas pourquoi, parce que j'ai pas le goût de vendre des punchs, mais disons qu'à ce moment-ci, tout le monde, ou à peu près tout le monde, sait que Rudolph Giuliani, l'avocat de Donald Trump, a passé une entrevue, s'est fait avoir, disons, il pensait qu'il passait une entrevue sérieuse, et finalement, bon, c'était pour le film Borat 2. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bon, en 2006, on se souvient, le premier film Borat a été présenté, ça a été un gros succès. Et Sacha Baron Cohen, celui qui interprète et qui a créé Borat, il a dit, bien là, j'arrête ce personnage-là parce que maintenant, tout le monde le connaît. En 2006, bien, avant 2006, c'était dans une série télé britannique, donc les Américains ne le savaient pas. Et lui était peut-être pas non plus un acteur si connu que ça non plus à l'époque. Donc maintenant, son visage aussi est connu, puis la façon de pouvoir aussi faire ce genre de film-là avec les médias sociaux, on s'entend que l'ampleur ou la démonstration que ça peut apporter ou les canulars qu'il peut faire se fait rapidement dépister. Mais peut-être préciser aussi ce que Borat est. Borat est un faux journaliste. Du Kazakhstan qui vient aux États-Unis pour comprendre la culture en 2006. Et dans celui-ci, c'est pour offrir sa fille en cadeau à Mike Pence pour le Kazakhstan, pour faire honneur au Kazakhstan et tout ça. Tous des sujets qui ne sont pas politiquement corrects, évidemment. Oui, ben oui. Et d'ailleurs, pour préciser que Mike Pence étant le vice-président des États-Unis, là. Donc, juste pour préciser aux gens au moment où on fait... Oui. Au moment où on enregistre, mais évidemment, au moment aussi où est-ce qu'il a tourné. Oui. Et ce qui arrive avec Rudy Giuliani, pour revenir, célèbre avocat de New York, a été maire de New York aussi pendant très longtemps. C'est que c'est un personnage important dans le monde des États-Unis, mais c'est qu'il a mis sa main dans son pantalon. Peut-être préciser ce bout-là qui est très important aux gens. Là. Oui, mais on le sait. Lui, il dit que c'était pour son micro, pour arranger sa chemise. Mais c'est quand même une drôle de façon de le faire. Parce que dans le fond, lors de cette entrevue, lorsqu'il s'est fait prendre au piège, comme une forme de surprise, là, c'est que il pense se faire interviewer donc par une vraie journaliste. Par dans le film, la fille de Borat, qui est interprétée par Maria Bakalova, elle est excellente. Si un troisième film Borat, elle doit absolument revenir. Elle est absolument parfaite. Et quelque chose d'important à préciser, c'est que, bon, comment est-ce qu'ils peuvent faire ces gags-là? Comment il l'a pris au piège, finalement? Pas Rudolph Giuliani, mais à peu près tout le monde. Il s'est déguisé de plusieurs façons différentes, pas juste en tant que Borat. Dans un des sketchs, justement, il s'en va pendant une conférence de Mike Pence et déguisé un peu en Donald Trump. Et de la manière qu'il a réussi à le faire, il s'est caché dans les toilettes, déguisé en Donald, pendant 5 heures de temps. Et il attendait vraiment comme le bon moment. À un autre moment donné, il s'est déguisé et il a réussi à passer 5 jours en restant dans le personnage avec des gens aux États-Unis qui croient à QAnon et tout ce genre de choses-là. Les complotistes, finalement. C'est ça. Et une dernière affaire super importante, mais tellement drôle. Sacha Baron Cohen ou Borat... ne parle pas le kazakh ou le russe. Alors, comment qu'ils font, et ça, c'est l'espèce de running gag là-dedans, Sacha Baron Cohen parle le hébreu dans le film, pour ceux qui comprennent le hébreu, tandis que Maria Bakalova, elle, parle le bulgare. Donc, ces deux-là parlent une langue différente. Et en 2006, celui qui interprétait son producteur, il était arménien.
Donc, personne ne parle la même langue. C'est ça. C'est ça. Mais évidemment, oublie ça, Donald Trump ou les proches de ces derniers ne sont pas capables de faire la distinction entre l'une ou l'autre. Moi non plus. Non, mais moi non plus. J'avoue que je n'y verrais que du fond, on n'aurait probablement pas l'air plus intelligent, mais chose certaine, ce qui fait beaucoup réagir, c'est aussi la sortie peu de temps avant de connaître l'issue évidemment de la campagne électorale. C'est que Donald Trump a répliqué, il a traité Sacha Baron Cohen finalement de sale type. Je vais me permettre de dire ça parce que c'est dans d'autres termes beaucoup plus vulgaires et explicites qu'il l'a dit, mais en même temps aussi, c'est encore ce film-là, l'impact qu'il a devant l'impopularité, je vais le dire comme ça, naissante et grandissante de plus en plus qu'on se rapproche du résultat final de l'élection de Donald Trump, sa mauvaise gestion de la COVID, mais aussi dans cette ère de 2020 où, versus 2006, c'est encore pire, il y a encore de moins en moins de liberté d'expression. Tout à fait. Et justement, en lien avec ça, normalement, un film, c'est annoncé et ça se fait par la suite. C'est une logique. Ouais. Celui-ci, c'est l'opposé. Il n'a pas été annoncé. Le film a été fait en secret. Il a été annoncé en septembre. Le tournage était déjà fini. Au mois de juillet, le sketch avec Rudy Giuliani, c'est là qu'il a été tourné. Donc, tout ce film-là a été fait vraiment en secret et Amazon Prime a acheté les droits à la dernière minute. Donc, comme tu le dis, avec un air très politiquement correct, les réseaux sociaux aussi. Donc, ce genre de film-là c'est normal un peu qu'il devait se faire cacher. En catimini. C'est ça. C'est tout le temps qu'on a, mais chose certaine, avec le nombre de scandales qu'il y a à la Maison-Blanche depuis 4 ans, j'ai l'impression que c'est pas ça avec un de plus qui va s'ajouter avec ce film-là, qui va peut-être tant que ça avoir une influence sur le résultat final. Je pense qu'il s'est lui-même fait un harakiri, si jamais il n'est pas réélu concernant Donald Trump. Nicolas Vincent Poirier, merci de nous avoir parlé. Merci, Alex. This makes the virus sleepy, and then when it's sleeping... Your daddy has a lot to learn. My daddy is the smartest person in the whole flat world. On veut s'entraîner avec actuellement cette période de deuxième vague et elle est l'experte parce que vous la suivez sur nos ondes avec l'émission 2 temps, 3 mouvements, mais c'est une experte fitness aussi. Très content de renouer avec Isabelle Dominique-Cros. Salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Et là, donc, on disait cette période deuxième vague, on est vraiment avec le temps de novembre également qui s'installe pour aller courir, s'entraîner. Ça va peut-être rebuter la température, le manque de lumière aussi très, très tôt en fin d'après-midi. Les gens d'aller courir peut-être à l'extérieur, de faire toute activité de plein air. Et tu veux comme nous donner quelques, justement, indices pour quand même s'entraîner à l'intérieur. Puis peut-être décortiquer quels sont justement les avantages de pouvoir s'entraîner à l'intérieur. Là. Oui. En fait, j'avais envie d'avoir la discussion avec toi d'entraînement virtuel. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Puis, effectivement, c'est le début d'un changement de saison. Hein? On n'est pas encore rendu à l'hiver, mais on commence à sentir les temps plus frais. Il pleut beaucoup plus. Alors, pour les gens qui, d'emblée, bougeaient dehors, il y a un ajustement à faire, soit de se vêtir davantage, soit de confronter une température différente et moins de lumière. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients de s'entraîner virtuellement et ou à la maison. Et je voulais juste rappeler aux gens que les avantages sont quand même plus grands que les inconvénients. Alors, peut-être qu'on pourrait jaser de ça pour commencer. Oui, bien certainement, mais en même temps, peut-être aussi être capable de... Puis en tout cas, on y viendra, mais aussi se créer une routine également, parce que la routine sera davantage, j'imagine, difficile à prendre chez soi, parce que quand au moins on va à l'extérieur, quand on va dehors ou quand on va dans un gym, au moins on se crée une routine, mais on n'est pas à la maison, donc on sort des murs de notre chez-soi aussi, là. Oui, effectivement. Moins de distractions. Je dirais, l'avantage d'être à la maison, c'est qu'on sauve du temps de déplacement, qu'on s'entraîne physiquement sur le lieu où on est déjà. On sauve du temps où, tu sais, si on sort dehors, on est quand même tout de suite en mouvement, alors que d'habitude, il y a un petit déplacement. Le problème à la maison, c'est les distractions. C'est-à-dire, je pourrais décider que là, la maison n'est pas assez propre et
effectivement, je pourrais faire ça. Ou là, les enfants ont besoin de moi. Donc, je trouve que la discipline, elle est plus grande à faire au niveau entraînement à la maison parce qu'il faut comme vraiment être concentré. Puis là, se dire, oui, effectivement, la maison est sale. Oui, je dois aller chercher les enfants. Oui, tout ça, mais un entraînement express, on peut le rentrer quand même. Et 20 minutes, c'est mieux que rien. 10 minutes, c'est mieux que rien. Puis si aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup de temps et que je suis bien stressée, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut surtout pas que je repousse ce que mon corps a besoin, ce que j'ai besoin, tu sais, de me libérer un peu. Et combien de temps pour créer un avantage, pour que l'entraînement te dise, tu sais, OK, oui, c'est un 20 minutes, mais tu sais, de façon là, régulière, quotidienne, combien tu suggères de s'entraîner là, pour être quand même que ça ait des bienfaits, que ça puisse continuer sur le plus long terme à avoir des bienfaits de s'entraîner à la maison? Est-ce que c'est 20-30 minutes au minimum? Moi, je rappelle aux gens que c'est cumulatif. C'est sûr que un peu plus long, c'est mieux, mais cumulatif dans la mesure où si aujourd'hui, j'arrive à rentrer 10-15 minutes, parfait, mission accomplie. Si je peux faire un peu plus de temps, l'avantage des entraînements un peu plus longs, c'est qu'on pousse un peu plus, comme on dit, la machine, mais un entraînement express peut être très, très intensif également. Donc, il s'agit de toujours revenir à son objectif. Est-ce que j'ai juste besoin de me faire du bien? Si c'est juste me faire du bien, j'ai pas d'objectif précis en tête, 150 minutes par semaine. Ouais. Si mon intention, comme toi, tu es un coureur, tu as certainement des objectifs à court et à long terme. Alors, toi, tu as des objectifs par rapport à ça, puis tu les atteindras pas si tu fais juste un 10 minutes de marche, même si ta marche, c'est considéré cardio. 10 minutes, ça te suffira pas pour aller développer les trucs que tu veux, ce qu'on appelle les habiletés. Donc, les habiletés, si moi, je suis une danseuse professionnelle, bien, mes objectifs sont très différents que quelqu'un qui fait de la danse. Tu sais, on va dire, j'aime pas l'expression à temps perdu, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais établir une routine 2, 3, 4 fois par semaine, rentrer un minimum de 150 minutes par semaine, parce que c'est vraiment un minimum. 150 minutes, c'est le minimum qu'on doit faire. Voilà. Et là, moi, tu sais, par exemple, je me suis fait un 11 km au cours des derniers jours. Le lendemain, j'ai fait un 7 km. Je voulais y aller plus une balade dans le parc, donc je suis allé un peu plus mollo, tu sais. Mais justement, si je veux, au cours des prochaines semaines, garder ce même rythme-là, du moins toujours être actif, en choisissant des programmes d'entraînement sur, par exemple, YouTube, là, je pourrais nommer tout type. Il y a plusieurs plateformes auxquelles on peut s'entraîner, mais comment repérer pour son cheminement à soi et où on en est rendu dans notre entraînement, le bon programme pour faire un bon fit, comme on dit en espagnol? Oui, c'est ça. Excellente question. Puis ça va être très, très spécifique par rapport à justement l'entraînement qu'on recherche. Je dirais qu'il faut prendre le temps de faire ces recherches, puis il ne faut pas faire ces recherches-là le moment où on est censé s'entraîner. Hein? Si là, je suis comme, OK, j'ai 15 minutes, vite, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je perds du temps précieux que je m'étais accordé pour faire l'activité. Donc, c'est un mix. Je dirais que c'est un mélange de trucs, mais il y a plusieurs plateformes ici au Québec francophones. Pour la course, j'en ai pas présentement à te recommander, mais je pourrais faire des recherches, puis on pourrait mettre ça sur la plateforme de TV Laval. Mais pour tout ce qui est fitness, il y en a plusieurs. Il y a du côté francophone, Ma Zone Fit, avec plein de contenus, danser, moins danser, cardio-athlétique, musculation. Du côté yoga, il y a Mon Yoga Virtuel qui propose plusieurs styles de yoga. Puis ensuite, tu sais, des exercices de respiration. Donc, vraiment, il y a une panoplie de trucs. Puis des fois, il faut juste y aller avec des mots-clés. Du côté anglophone, il y en a une que j'ai découverte qui s'appelle Peloton, qui est magnifique pour la musique parce que, tu sais, la musique, c'est super inspirant. Côté plateforme, des fois, on n'a pas les droits pour les musiques pop et autres. Et cette application-là, elle est super parce que tu as des entraîneurs de plein de groupes d'âge différents, plusieurs cultures différentes, courts, plus longs. Puis je pense, je suis pas sûre, mais je pense qu'il y a même un truc de course, walking. En tout cas, il y a un truc de marche. Puis ce serait de varier aussi pour s'assurer que toutes les parties du corps sont, tu sais, qu'on peut finalement les travailler, les muscler, par exemple, si c'est notre désir de le faire. J'imagine que c'est de varier sur différentes plateformes ou différents degrés de difficulté ou niveau. Là. Oui. Je dirais qu'il faut connaître son niveau d'entraînement, c'est-à-dire est-ce que je suis plus niveau débutant, intermédiaire, avancé? Ça, c'est par rapport au sport qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, je dirais c'est un mélange entre le cardio. Disons que tu fais cardio, mais tu dois aussi faire de l'endurance musculaire et de la souplesse. Donc, un équilibre au niveau de ce qu'on sélectionne.
j'encouragerais les gens aussi à faire de l'entraînement virtuel avec un coach à l'occasion, que ce soit privé, one-on-one, comme on dit, ou en petite séance, ou juste s'offrir un coach de course, par exemple, qui entraîne 4, 5, 10 personnes pour revoir un peu qu'est-ce qu'on fait de notre technique, revoir les étirements à faire à la fin d'une séance. Et de s'informer, je pense, auprès de leur gym respectif. Je sais qu'il y a des gyms qui, quand même, ont continué de donner des cours de groupe parce que, quand même, malgré la fermeture des gyms, à l'extérieur, on peut assurer la distanciation physique. Donc, il y a encore des entraîneurs qui donnent des cours aussi, qui donnaient à des élèves ou à des... en tant que prof. Très bon point. Oui, il y a des entraînements à l'extérieur qui se font encore. Et puis, beaucoup des centres de conditionnement physique au Québec offrent des cours en ligne. Donc, il y a quand même une panoplie de façons d'aller chercher des ressources gratuites, certaines moins gratuites, certaines plus personnalisées, parce que l'idée, c'est de ne pas développer des mauvaises habitudes. Ouais. On peut être autonome dans son entraînement, mais c'est très, très difficile de défaire quelqu'un qui fait un squat et qui le fait tout croche pendant 6 mois. Défaire ça, c'est plus long que de partir quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné. Ouais. Alors, même chose côté course. Fait qu'il faut juste vraiment trouver un bon équilibre, aller chercher les ressources qui sont disponibles, poser des questions en ligne aussi, parce que tous ces coachs-là virtuels sont en ligne sur Instagram, sur Facebook. Alors, aussi, regarder du côté certification, qui est certifié, qui ne l'est pas, parce que des fois, les gens s'improvisent coach. Oui, c'est ça. Puis il faut quand même se dédier à des personnes qui sont compétentes. Et puis, pas abuser des bonbons d'Halloween. Non, pas abuser, même si c'est permis, surtout si on bouge plus. Hein? C'est une question mathématique. Il faut les dépenser, ces calories-là, mais il ne faut pas se priver non plus. Et moi, j'aime bien les bons chocolats Lindt, par exemple. Alors, j'espère que quelqu'un va avoir ça dans le coin. Moi, je t'envoie ça. On t'envoie une cargaison, là. Puis en plus, je vais mettre des petites scènes. Tu prépareras ta boîte UNICEF. Oui, c'est vrai. Faut pas oublier la boîte UNICEF, c'est vrai. Toujours bon aussi. Oui, mes scènes noires, là, j'ai mon pot de scènes noires chez nous. Là. Fait que, je te dis, Isabelle Dominique-Cros, merci beaucoup de nous avoir parlé. Salutations à tous. Aujourd'hui, un invité formidable. Il est professeur, il est historien et auteur. Oui. Claude Tousignan, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Merci de l'invitation. Claude, qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme toi, un jeune homme de Duvernay, qui est né à Duvernay, sur la rue Jacques-Brodeur, qu'est-ce qui fait qu'il arrive tout d'un coup à devenir auteur? Ah, c'est fort longtemps. C'est un projet que je pensais depuis fort longtemps, depuis plusieurs années. Puis, j'avais jamais le temps de mettre en branle. Et puis, finalement, à un moment donné, je me suis dit, là, c'est le temps, il faut le faire. Puis, en même temps, c'est un clin d'œil à ma famille, un clin d'œil à mon frère qui a quitté le Québec il y a plus de 30 ans maintenant pour aller vivre en Finlande. Et c'est un peu la colonne vertébrale du livre, l'histoire de mon frère qui était... Alors, les amis qui connaissent un petit peu la famille Tousignan savent que Pierre, c'est ton frère qui a fait ses études aussi à Duvernay, mais qui maintenant qui est rendu en Finlande. En Finlande, exactement. Qui enseigne le français dans un lycée franco-finlandais. Alors, avec toutes les démarches qu'il a fait pour en arriver là, tu as fait un roman. Oui. Qui expose un petit peu sa démarche qu'il a faite pour y arriver. Exactement. À la base aussi, plus jeune, mon frère avait un amour invétéré envers le groupe ABBA, qui était un groupe suédois de pop. Puis il nous a cassé les oreilles avec ça là, tout au long de notre jeunesse, des années 70-80. Puis c'était un but de sa vie d'aller en Europe, de partir avec un sac à dos, puis partir un petit peu à l'aventure comme ça. Mais c'était dans sa ligne d'aller voir la Suède. Et c'est en Finlande qu'il rencontre dans un fameux train en direction d'Helsinki, qui va rencontrer celle avec qui va partager sa vie maintenant, avec qui maintenant il est marié, 2 enfants maintenant adultes, 23 ans et 19 ans. 23 ans déjà? 30 ans, donc 23 ans la plus vieille, puis l'autre vient d'avoir 19 ans, pas plus tard qu'hier.
Ah bon. Je les ai vus, la dernière fois, je les ai vus, les jeunes filles avaient peut-être 10 ans, une dizaine d'années. Environ. Alors, ça change vite. Ça grandit, puis la plus vieille, ce qui est amusant, c'est qu'elle a fait le chemin inverse. Elle est venue étudier 2 ans, donc elle, c'était le contraire. Elle trouvait qu'elle aimait un petit peu moins la Finlande, mais elle était attirée par le Québec puis le Canada, donc elle est venue étudier ici. Elle est venue étudier, mais là, elle est retournée en Finlande depuis, mais elle a adoré son passage. Là, elle trouvait que Montréal, c'est une ville très vivante. Puis elle pouvait s'imaginer la vie de son père lorsqu'elle avait le même âge. Puis, Claude, ta vie, je vous ai bien connu. Tu sais, il y a Moïse sauvé des eaux, il y a aussi Claude sauvé des eaux. Ceux qui ne savent pas que sa mère avait placé son jeune poupon dans un berceau, et puis tout près de la clôture. Et puis, la voisine faisait osciller son arrosoir, et puis l'arrosoir avait rempli le carrosse d'eau. Voilà. Alors, c'est un événement assez intéressant. Oui, effectivement. Donc, j'ai été béni plus d'une fois dans ma vie, finalement. Et puis, Claude, c'est un type qui partageait beaucoup. Vous savez, j'avais un beau chien Saint-Bernard, et alors, il prenait son cornet de crème glacée et en prenait une lichée pour lui, une lichée pour le chien. Voilà. Alors, il a toujours été très charitable. Claude, tu es aussi historien. Oui. Alors, l'histoire, c'est une passion pour toi aussi, oui, en effet, oui. Oui. Quelle est l'histoire? Quel est le secteur qui te plaît davantage, qui t'intéresse davantage? Présentement, donc, je suis enseignant en histoire 4e secondaire, l'histoire du Québec, du Canada, à l'école Cure-Antoine Labelle. Ça fait maintenant 16 ans que je suis à cette école à Sainte-Rose. Auparavant, j'avais enseigné surtout géographie dans les écoles de premier cycle de Laval, dont l'école Odyssée des jeunes, Saint-François. L'école Saint-Jean également. Donc, j'aime beaucoup l'histoire du Québec. C'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, je me suis amusé pendant la COVID, pendant qu'on était confinés, de faire des chroniques d'histoire comme ça là, sur ma page Facebook. Et les gens répondaient et ça leur rappelait des souvenirs. C'est sûr, des fois, je reculais un peu plus loin dans le temps, mais j'aime beaucoup le 20e siècle. Là, le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est une période très enrichissante pour savoir d'où on vient, pour savoir où on va, finalement. Oui, oui. C'est passionnant. Je crois que aussi que l'histoire de Jésus est passionnante. Surtout, oui. Moi, je suis impliqué un petit peu dans l'histoire de Jésus. C'est passionnant, tout ce qu'on peut découvrir. Oui, effectivement. On est à refaire l'histoire aussi. On est à refaire. En fait, on avait eu déjà une réforme en 2008 du curriculum au secondaire, puis on s'est rendu compte que c'était pas très passionnant ni pour enseigner, ni pour les jeunes de recevoir 2 fois la même matière en secondaire 3, secondaire 4. Donc, j'ai eu la chance de participer au groupe consultatif des enseignants, des conseillers pédagogiques. Lorsqu'on a refait la réforme, c'était le gouvernement Marois qui avait débuté la chose et le gouvernement de M. Couillard l'a complété. Donc, maintenant, je trouve qu'on a un cours très intéressant pour les jeunes. C'est bien rempli. Il n'y a pas juste du politique, il y a de l'économie, il y a du social, il y a du culturel. On touche pas mal à tout. Puis les jeunes qui sortent du cours d'histoire maintenant, ils ont quand même un bon bagage culturel là, sur l'histoire du Québec. C'est passionnant aussi de voir que l'on corrige l'histoire actuellement. Oui, effectivement. C'est bien. Moi, ce que j'aime quand j'enseigne, c'est donner différents côtés de la médaille. Tu sais, on dit toujours les 2 côtés de la médaille, mais c'est rendu des fois que la médaille a même plus de 2 côtés. Il y a tellement de visions, il y a tellement d'opinions, et ainsi de suite. Puis alors, moi, je m'assure que les jeunes aient toutes les informations, toutes les opinions, et de là, eux-mêmes peuvent faire la leur à ce moment-là. L'auteur que tu es, est-ce qu'il envisage faire un autre bizarrement, il y a plusieurs personnes qui se sont procurées le livre et qui l'ont lu. Il y en a qui sont rendus à moitié, il y en a qui l'ont déjà terminé. Puis qui me disent, ceux qui l'ont terminé, me disent, mais ça prend une suite, ça prend une suite. Alors, je vous dis pas quand, là, mais il y aurait possibilité de suite de livre. Puis il y a un autre projet que j'ai dans la tête, ça serait plus de décrire l'écriture d'un film. Vous savez, à mon école, à Cure-Antoine Labelle, il y a une équipe de football qui s'appelle les Loups. Et c'est la meilleure des équipes des écoles publiques au Québec. Et en 2014, ils ont tout raflé, ce qu'on appelle le bol d'or, donc l'espèce de Super Bowl des écoles secondaires. Et c'était une saison formidable. Et surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes là-dedans qui avaient besoin du football pour se motiver à être à l'école. Et il y en a quelques-uns même qui ont réussi à se rendre plus loin au niveau universitaire et tout ça, simplement parce qu'il y avait des gens passionnés
années qui les suivaient à l'école. Moi, j'avais la chance d'être leur annonceur maison et je pense que c'est une histoire qui mériterait d'être mis au grand écran. Alors, on invite... tu as un site Facebook, je sais. J'ai une page Facebook, page Instagram, tout ça, là. Mais sur la page Facebook, c'est là que je suis le plus actif. C'est ça. Alors, on invite tous les amis qui veulent se procurer le livre. C'est un livre très intéressant, je vous le dis. Là, très merci intéressant. beaucoup, c'est bien gentil. Alors, c'est formidable. Donc, Un train pour Helsinki, ça fait un excellent cadeau de Noël, surtout en tant que si on est confiné un petit peu, ça fait une belle lecture et ça fait voyager en attendant de pouvoir voyager pour de vrai. Claude Tousignan, un gros merci. Bien, merci à toi, Jean-Jacques, et au plaisir. Merci. Au revoir. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle édition de Pour votre information. Entre-temps, vous avez des suggestions, des commentaires, passez par notre page Facebook, adorez-les, partagez nos publications, soit évidemment de TV Laval. Et justement, TV Laval, 9h30, tous les dimanches, vous offre plusieurs milliers de dollars avec notre Bingo TV Laval. 4 000 $ à remporter, dont 3 000 $ pour la carte pleine ce dimanche. Je vous dis à très bientôt.